On revient sur la question de l'équation. Je fais partie des gens qui ne les lisent pas, pourtant je leur vois une certaine fois une relative beauté. Je pense, moi je fais du vélo comme vous, mais à la gare du Nord, dans le RER, il y a des très très belles équations. C'est un artiste contemporain qui a posé ces équations qui, je crois, datent des années 60 et qui déjà envisage le réchauffement climatique. Et je voudrais votre avis sur ce qui se passe entre l'équation mathématique et le récit philosophique. Il me semble que vous êtes plus du côté du récit philosophique, bien que j'imagine que vous lisez les équations, mais c'est vrai que pour le commun des mortels, l'équation sans le récit philosophique... Attendez, avant le récit philosophique associé aux équations, il faut remarquer qu'elles peuvent susciter de la fascination pour leur efficacité opératoire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des équations de la physique qui sont plus intelligentes que nous, c'est ce que disait Paul Dirac, qui a inventé des équations, qui portent son nom d'ailleurs. Mais regardez comment, notamment au XXe siècle, des équations de physique ont agi comme un treuil ontologique, c'est-à-dire ont permis de prédire l'existence de choses qu'on n'a jamais vues et qui peuvent être découvertes parce que les équations ont exigé qu'elles existent. C'est quand même fabuleux, ça. Dirac, en 1930, prédit l'existence de l'antimatière, des antiparticules, à partir d'arguments tirés de son équation. Ensuite, on a prédit les quarks, les particules qui constituent les protons et les neutrons. On a prédit les bosons intermédiaires. On a prédit le boson de Higgs. On l'a prédit en 1964. Il a été découvert en 2012. Et l'exemple le plus extraordinaire, il s'est passé il y a quelques jours, on enregistre au mois de mai, le 12 mai 2022, on a eu l'image du trou noir supermassif qui est au centre de la galaxie. On l'a vu. On sait que les trous noirs existent, mais là, on a vu celui qui est dans notre galaxie, qui a donné peut-être sa structure à la Voie lactée. Et c'est parce que la théorie d'Einstein a permis de prédire l'existence des trous noirs. Einstein lui-même n'y croyait pas. C'est toute une histoire. Mais ils existent bel et bien, et c'est la théorie qui a exigé. Donc la théorie physique, l'équation, elle ne sert pas simplement à décrire les régularités du réel, d'une façon qui serait remarquablement condensée. Non, elle a un pouvoir prédictif sur le mobilier ontologique du monde. Donc ça suscite une sorte d'émerveillement. D'où vient que les mathématiques en physique soient si efficaces? Ensuite, d'un point de vue philosophique, moi, ce qui me passionne, c'est au départ le constat d'une incohérence. Moi, je me souviens quand j'étais en classe de terminale, j'étais fasciné par la physique telle que je pouvais la comprendre, et puis la philosophie telle que je la découvrais. Mais je voyais une chose toute simple, c'est que mon professeur de philosophie nous parlait du temps chez les philosophes. Il citait Aristote, Kant, les jours où il était en forme, il citait Heidegger. Bon. Mais notre professeur de physique, il parlait aussi du temps. Et lui, c'était le temps des équations de Newton. On n'avait pas encore appris la relativité d'Einstein. Et moi, je me disais, mais quand le professeur de physique nous parle du temps, est-ce qu'il parle de la même chose que les philosophes quand ils parlent du temps? Si la réponse est non, pourquoi c'est le même mot? Et si la réponse est oui, une question survient à son tour, est-ce qu'ils nous disent les mêmes choses de cette même chose? La réponse est non. Visiblement, le prof de physique ne parlait pas comme le professeur de philosophie. Et donc, moi, je me disais, à qui je dois croire? Et vous voyez que la question qui devient intéressante philosophiquement, c'est tenter d'imaginer ce que les équations de la physique diraient du temps si elles pouvaient parler. On a donc évoqué Aristote, la physique classique, la physique moderne, j'imagine que c'est Einstein qui représente ce point de rupture, mais si on avait à le préciser, où mettriez-vous ce point de rupture? Est-ce que ça serait son expérience de pensée avec la chaise? Est-ce que ça serait une publication? Est-ce que ça serait une intuition? Vous avez beaucoup parlé finalement d'intuition. Pour moi, équation, avant il y a peut-être une intuition. Oui, alors, le point de rupture pour moi c'est Galilée. Pardon. La physique moderne, c'est celle qui commence au XVIIe siècle avec l'idée d'expérience de pensée qui permet de trouver des stratagèmes intellectuels pour que le monde décoïncide avec ce qu'il semble nous montrer et même nous imposer comme loi régissant les phénomènes. Et ça donne la physique classique avec Newton, Maxwell, etc. Ensuite, il y a une autre rupture au XXe siècle avec Einstein qui va montrer que vraiment il faut faire confiance aux mathématiques pour théoriser certaines intuitions. Et puis ensuite la physique quantique
qui va mettre sur pied des concepts qui ne doivent rien aux concepts familiers de la vie courante, qui ne bénéficient a priori d'aucune impulsion empirique. C'est un grand mystère pour moi de comprendre comment des jeunes gens, dans les années 1920, à partir de très peu de données, arrivent à concevoir le formalisme de la physique quantique qui est contre-intuitif et qui est celui qu'on utilise encore aujourd'hui, alors qu'on a plein de données supplémentaires qui, toutes individuellement, normalement, auraient été capables de montrer que la théorie était fausse. Donc là, il y a quelque chose qui vient illustrer d'une façon très difficilement contestable que faire de la physique, comme disait Alexandre Koyré, parlant de Galilée, mais ça va encore plus aujourd'hui, faire de la physique, c'est faire le pari qu'on peut expliquer le réel empirique, par l'impossible. C'est-à-dire par des lois qui contredisent notre façon spontanée de comprendre les phénomènes. Et c'est là qu'elle est, à mon avis, passionnante, à la fois intellectuellement, philosophiquement et presque physiquement, c'est que la physique, elle vous oblige à penser contre votre cerveau. Elle vous oppose des arguments par rapport à ce que spontanément vous avez envie de croire, parce que ça ressemble à ce que vous pensez par votre intuition, par l'observation, etc. Elle vient vous dire, attention, les choses se passent différemment de l'intuition que vous pourriez en avoir. Et c'est là qu'on se met à réfléchir. La pensée, toute vraie pensée, c'est une pensée critique. C'est une pensée qui est soumise à des contestations qui la provoquent. Ensuite, elle réagit, elle s'adapte, elle peut contester, elle peut se remanier. Mais s'il n'y a jamais de provocation, si notre pensée n'est soumise qu'à des biais de confirmation, elle sombre dans la croyance, dans la répétition d'elle-même, dans la confirmation dans le même, dans le confort d'elle-même. Et moi, je me souviens très bien si je peux raconter une anecdote personnelle, quand j'étais en classe de seconde, notre professeur de physique, qui était une femme remarquable, nous parle du principe d'inertie de Galilée, qui a été un des principes fondamentaux de la mécanique. Un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme. Moi, j'entends ça, et c'est quoi cette histoire? J'ai pas cru, quoi. Pourquoi? Parce que j'allais au lycée en vélo, et j'avais bien remarqué que quand je cessais de pédaler, mon vélo finissait par s'arrêter. Et moi, j'avais compris l'énoncé rappelé par ma professeure. Quand la force s'annule, c'est-à-dire quand je cesse de pédaler, mon vélo doit continuer à même vitesse, en ligne droite, indéfiniment. J'ai jamais vu ça. Et donc, j'ai compris, ça m'a pris du temps, que en fait, Galilée invente l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortit pas, pour comprendre l'amortissement des corps que nous observons. Et là, je me suis dit, là, il y a du génie. Et ce que j'ai découvert bien plus tard en me documentant, c'est qu'Einstein s'est interrogé sur le principe d'inertie, en disant, son énoncé est un corps qui n'est soumis à aucune force, un mouvement rectiligne uniforme. Mais il savait qu'il y avait de la gravitation partout dans l'espace. Partout, un corps massif, où qu'il soit, subit une force liée à la gravitation. Il a un poids. Donc, un énoncé qui commence par un corps qui n'est soumis à aucune force est un énoncé qui, tel quel, n'est nulle part vrai, puisque tous les corps subissent au moins une force qui est la gravitation, le poids. Et donc, Einstein dit, il est très jeune à l'époque, il dit, soit on accepte de construire la physique sur du sable, c'est-à-dire sur un principe qui est métaphysique et qui n'est vraiment actuel en aucun lieu de l'univers, soit, et c'est là qu'est le génie, il dit, on démontre que la gravitation n'est pas une force. Et à ce moment-là, si la gravitation n'est pas une force, vous pouvez dire d'un corps qui subit la gravitation, qui ne subit aucune force. Et c'est ce qu'il va démontrer avec la relativité générale, qui montre que la gravitation, ce n'est pas une force qui s'applique sur les objets massifs, comme on l'apprend à l'école, c'est une déformation de l'espace-temps. Et les corps se déplacent dans l'espace-temps sans subir de force. Et si nous les voyons avoir des trajectoires curvilignes, comme celle de la Terre autour du Soleil, ou de la Lune autour de la Terre, c'est parce que l'espace dans lequel elle se déplace, dans lequel il se déplace, est courbé par la gravitation induite par les objets présents dans l'espace.